Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Archipel. Je vous propose maintenant de commencer. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'Observatoire des usages numériques agrotiques avec une présentation de Victoria Ruiz et Martin Punt de l'Institut Agro. Et donc, nous sommes ensemble pour 1 heure. Juste avant de donner la parole à nos intervenants, je vous rappelle les règles du webinaire. Ce webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître, pensez à couper vos caméras. Le replay vous sera envoyé par la suite et sera disponible sur la playlist du projet Archipel. La présentation complète vous sera elle aussi envoyée. Et pendant la présentation, on vous demande de garder les micros coupés et de poser vos questions dans la conversation. Il y aura en fin de webinaire un temps libre de questions et dans ce cas-là, on vous remerciera de bien vouloir passer en levant votre main pour prendre la parole. Donc, maintenant, je donne la parole à Martin et Victoria pour vous parler donc de l'Observatoire de la chaire agrotique, qui est une ressource importante pour mieux comprendre le numérique en agriculture. Merci Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire va se dérouler dans le cadre du projet Archipel, dont l'acronyme veut dire Activer, roder un archipel innovant de partage des usages numériques éprouvés en mode Living Lab. L'objectif de ce projet, c'est de favoriser l'appropriation et le déploiement massif d'usages numériques éprouvés par les agriculteurs et les conseillers. On a défini des groupes d'agriculteurs dans ce mode Living Lab pour analyser les outils numériques qu'ils utilisent, qui sont éprouvés directement par les agriculteurs et les conseillers, dans 3 filières. En élevage, sur la thématique du pilotage de la pousse de l'herbe, et en arboriculture et en viticulture, sur la thématique de la gestion des intrants. Ce projet est piloté par les chambres d'agriculture régionales d'Occitanie et Pays de la Loire, et embarque également l'école d'agriculture d'Angers, l'Institut de l'élevage, l'Institut Agro Montpellier, l'ECUMA Occitanie, un certain nombre de chambres d'agriculture départementales et l'INRAE. Ce projet va courir jusqu'à fin 2027 et aura duré 3 ans au total. Et les principales étapes de ce projet sont d'abord la capitalisation avec un inventaire de différentes solutions numériques qui est fait de manière plus ou moins exhaustive en ligne et à partir de différentes bases de données, et puis aussi auprès des agriculteurs qui sont embarqués dans ce projet. Il y a déjà eu 2 webinaires qui ont eu lieu sur ces inventaires pour la filière élevage et viticulture, et il y en aura un dans 2 semaines pour l'arboriculture. Et après, ces solutions numériques seront analysées pour leurs conditions de déploiement dans les groupes d'agriculteurs et puis seront expertisées pour décrire les différents usages numériques utilisés par les agriculteurs qui serviront ensuite à cette démultiplication qui passera par une acculturation au numérique via la formation aux solutions low-tech et à la montée en compétences des conseillers, et puis le déploiement et la promotion des usages du numérique qui auront été analysés dans le cadre du projet Archipel avec les groupes d'agriculteurs qui sont formés. Et ensuite, il y a cette étape de pérennisation avec la diffusion de la méthodologie et des résultats du projet Archipel via des webinaires comme celui-ci qui permettent encore une fois de diffuser et de promouvoir la culture du numérique en agriculture. Donc aujourd'hui, il y a Victoria et moi-même, 2 ingénieurs agronomes à l'Institut Agro Montpellier, qui vont vous présenter l'Observatoire des usages du numérique en agriculture. Et je vais laisser ma collègue vous présenter ce dispositif. Bonjour à tous, donc je suis Victoria Ruiz, comme m'a présenté Martin. Et je vais commencer par vous présenter qu'est-ce que l'Observatoire des usages du numérique en agriculture. Et pour introduire cela, on peut se demander en quoi c'est important de connaître les usages du numérique en agriculture. Donc si on a un fournisseur d'outils et de services, ça peut nous permettre de développer des outils et des services qui correspondent aux besoins réels des agriculteurs. Si on a un dispositif d'enseignement, ça nous aide à définir des programmes et des formations qui sont adaptés.
Et enfin, pour les institutions régionales ou nationales, ça va permettre de définir des stratégies et politiques qui soutiennent les agriculteurs. Et donc, il y a 10 ans, cette année, la chaire agrotique, donc qui est une chaire d'entreprise entre l'Institut Agro Montpellier et des entreprises du monde de l'AgTech, qui est d'ailleurs animée par Martin, et l'Institut de convergence Digitag, ont fondé l'Observatoire des usages du numérique en agriculture pour tenter de recenser des usages du numérique et d'avoir une vision un peu plus globale à l'échelle française des usages du numérique en agriculture. Donc, les objectifs de l'observatoire, ils sont multiples, mais en fait, c'est répondre surtout à 4 questions. Quelles technologies numériques sont utilisées en agriculture? Par qui et comment? Pourquoi faire? Et quels sont les moteurs et les freins à leur utilisation? Et donc pour ça, on recense et on analyse les usages des technologies numériques en agriculture, alors principalement en France, même si ponctuellement il y a eu des études internationales, mais c'est vraiment de manière ponctuelle. Et alors, en termes de méthodologie, alors on a 2 méthodes, soit les infographies, soit les dossiers. Les infographies, ça va être des photographies à l'instant T des usages d'une technologie. Donc pour l'instant, on en a 17, donc ça va des usages de la télédétection, en agriculture, usage du smartphone, usage des robots. Donc là, on part d'une technologie numérique et on se demande quels sont les usages en France. On tente de chiffrer et d'avoir une image représentative de cette filière et l'utilisation de cet outil numérique. Et en parallèle, on a également des dossiers qui là sont une approche plutôt filière. Donc se demander par exemple quels sont les usages du numérique spécifiques au maraîchage, spécifiques à la viticulture, spécifiques à l'élevage porcin. Et donc à ce jour, nous avons 17 infographies et 9 dossiers et on a, juste un dossier qui est un peu à part, qui est un dossier avec une entrée, par une question agronomique qui était l'usage du numérique pour le désherbage mécanique de précision. Et vous pouvez retrouver, tous ces travaux, donc nos 17 infographies et nos 9 dossiers, ainsi que le dossier sur le désherbage mécanique en ligne gratuitement sur le site, Agrotique dans nos ressources. Alors, pour commencer et pour, se poser la question, je vous ai dit, ça fait 10 ans que l'observatoire existe et donc on s'est dit qu'on pouvait faire un petit bilan sur ce qu'on avait observé en 10 ans. Hem, vous allez voir en fait, d'abord on va parler en termes d'usage et on va catégoriser, les études qu'on a fait et surtout les technologies numériques, en fonction de leur usage. Et ensuite, je vais prendre 3 cas particuliers, que je vais un tout petit peu plus approfondir, pour, discuter de tout ça. Tout d'abord, quand on se demande quels sont les niveaux d'usage en France des technologies numériques, on a 3 catégories. Tout d'abord, on a la catégorie des technologies qui sont à bénéfice immédiat. Donc ça veut dire que l'agriculteur saura directement les bénéfices qu'il va tirer de ces technologies. Donc, ça peut être les stations météo, les smartphones ou encore, les systèmes de géolocalisation comme, les barres de guidage. Et là, on est plutôt sur des usages de l'ordre d'un agriculteur sur 2 en France, qui vont utiliser ce genre de technologie. Ensuite, on a les outils qui sont poussés par des questions de réglementation et de traçabilité. Donc, les logiciels de gestion technico-économique qui vont être utilisés par à peu près un agriculteur sur 4, ou encore les cartes de préconisation d'azote par télédétection. Et là, l'objectif, c'est de déplafonner la dose d'azote et qui va être utilisée par entre 10 et 15% des agriculteurs. Et là, l'objectif, ce sera plus des questions de réglementation ou de traçabilité. Et donc, les usages sont un peu plus bas. Et enfin, on a les outils qui sont plus complexes et où les bénéfices sont plus difficiles à quantifier, où les usages vont être beaucoup plus légers. On a par exemple la modulation intraparcellaire qui en fait demande une préparation et une logistique beaucoup plus approfondie et des outils spécifiques et donc qui sera moins utilisé. Idem pour les robots, alors c'est surtout en production végétale où en fait c'est des équipements qui coûtent cher et la prise en main peut être parfois complexe et donc on va avoir peu d'adoption. Et enfin, on a aussi les cartes de résistivité qui est plus un exemple de données qui n'est pas directement, agronomique et donc pas directement utilisable par l'agriculteur. Il faut travailler par-dessus avec, d'autres choses, pour en faire quelque chose de ces cartes de résistivité.
Alors ça, c'est un petit panorama des cas généraux. Et là, je vais rentrer dans le détail sur 3 cas. Donc on va commencer par la télédétection. Donc la télédétection, nous, on a pris quel que soit le vecteur, que ce soit satellite, avion ou drone. Et on s'est concentré uniquement sur les services qui proposaient des cartes de préconisation, parce qu'il y a des services qui proposent des images aériennes brutes ou des cartes NDVNI, des zonages. Et nous, on s'est vraiment concentré sur le plus complexe et le plus abouti, qui sont, on donne à l'agriculteur des cartes de préconisation. Et on s'est demandé quels sont les usages. On a effectué 25 entretiens. Et alors, c'est un cas un peu particulier, l'usage de la télédétection, parce que c'est une de nos infographies qu'on a refait plusieurs fois. Donc, elle a été refaite 3 fois. Et donc, en 2016, lorsque la première infographie est sortie, on s'est rendu compte qu'il y avait environ 1,1 million d'hectares qui étaient couverts par des services de télédétection, principalement en grande culture et en conseil pour la fertilisation. Et donc, on est sur un ordre de grandeur de 10% des surfaces agricoles. En 2017, l'étude a été refaite et on s'est rendu compte, bon, alors on a forcément des incertitudes sur les données, donc on est sans doute sur une stagnation, une légère baisse. Il n'y a pas plus. En fait, ce service n'a pas évolué dans l'augmentation. On a été assez surpris. Et donc, on est plutôt sur une stagnation, voire une très légère baisse de l'avancée de ce service et de l'installation de ce service sur la surface agricole française. Ensuite, en 2018, il s'est passé quelque chose d'assez important que je pense la grande majorité d'entre vous connaissent. Sentinelle-2 a été opérationnel. Et donc, ça a changé beaucoup le marché de la télédétection, là où avant, on avait peu d'acteurs très précis. Et nous, par exemple, quand on faisait les études, on n'avait que quelques coups de téléphone à passer. D'un coup, le marché s'est beaucoup plus ouvert et on a beaucoup plus d'acteurs dans le secteur. Et donc, on s'est dit que ça avait sans doute changé ce marché et changé les usages. Et donc, en 2020, nous avons refait l'étude. Et il se trouve qu'on est encore sur une stagnation, voire là, carrément une baisse, en sachant que nous pensons que nous avons une incertitude sur les usages, notamment parce que Sentinel-2 a rendu accessible des données et donc un plus grand nombre d'acteurs. Mais comme je vous ai expliqué précédemment, nous, on s'est concentré sur les services qui fournissent les cartes de préconisation. Et nous, on se demande si les nouveaux acteurs via Sentinel-2, c'est pas plutôt des images brutes qui vont fournir aux agriculteurs. On n'a pas pu chiffrer cela. Et pour information, cette infographie sera refaite en 2026. Et on espère avoir, pouvoir observer est-ce que ça a changé, est-ce que ça a stagné. Donc on a hâte. On est très curieux. Il est temps, je pense. 6 ans, c'est bien. Donc voilà. Donc restez à l'écoute. Ça sortira prochainement au cours de l'année. Ensuite, si on fait un deuxième focus qui va être la robotique agricole. Et là, cette fois, on s'est concentré sur les filières végétales et sur les filières animales, et on s'est demandé quels sont les usages des robots en agriculture en France. Alors là, ce qui est intéressant de soulever et ce qui est aussi intéressant de discuter vis-à-vis de l'observatoire et de nos méthodes de travail, c'est que là, vous allez voir, on va parler d'un nombre de robots en activité, contrairement à pour la télédétection, on parlait d'un nombre d'hectares couverts. Ce qui fait que, alors nous, on essaie de choisir la donnée qui est la plus pertinente pour décrire un marché. Mais parfois, ça peut être difficile du coup de comparer les technologies entre elles. Quand on passe d'un nombre de robots à un nombre d'hectares, c'est d'autres ordres de grandeur et c'est d'autres unités tout simplement. Mais on essaye en fait de rester le plus pertinent possible dans l'étude. Et alors, en 2018, on a fait une première étude. Alors, en production végétale, en 2018, c'était vraiment le début des robots. Et on estimait qu'il y avait environ une centaine de robots en activité en France. Et en 2023, lorsque nous avons refait cette étude, on a quand même eu une augmentation assez significative et une évolution qui, on pense, a sans doute continué. Et c'était principalement des robots de désherbage pour effectuer du désherbage mécanique. Et c'est surtout là-dessus que la majorité du marché se trouve. Alors malgré l'encouragement que fournit cette augmentation, il faut rester entre guillemets un peu humble, surtout vis-à-vis des productions animales, où là on est sur des ordres de grandeur complètement différents.
En 2018, on était déjà à environ 10 000 robots en activité. Et en 2023, on estimait que c'était environ 18 000. Alors, il y a plein de raisons à cela. Le fait que en production animale, c'est dans un espace fermé, un espace contrôlé. Historiquement, ça fait longtemps que ça existe. Et là, on parle particulièrement de robots de traite en bovin laitier. Pardon. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on s'est intéressé au marché. En fait, donc là, ce que vous voyez, c'est le marché de la robotique en production animale. Et vous voyez qu'on a beaucoup d'acteurs de l'agriculture. Donc ça, c'est toutes les entreprises qui proposent un robot. Donc ça, c'est des acteurs de l'agriculture, donc qui proposent des solutions ou des machines déjà pour l'agriculture. Et donc la majorité des gens qui vont vendre des robots sont déjà des gens installés, des grands groupes qui vendent déjà d'autres solutions. Il y a peu d'acteurs que de robotique qui se sont intégrés dans ce marché de la robotique agricole pour la production animale. Et il y a très peu de petites startups qui se sont montées spécifiquement pour la robotique agricole en production animale. Contrairement euh, aux productions végétales, qui, elles, c'est majoritairement des petites startups très spécifiques qui se sont fondées pour commercialiser un ou plusieurs robots, mais qui vraiment ont été créés pour ça. Alors, en sachant que ça va être intéressant, je pense que prochainement on refera cette étude d'ici 1 ou 2 ans, parce qu'on pense que le marché, et notamment des productions végétales, a pas mal bougé. On sait qu'il y a eu quelques faillites, malheureusement. Il y a aussi eu des rachats par des plus grands groupes. Donc, on pense que cet effet start-up qui avait énormément en production végétale, il a sans doute bougé. Et ce sera intéressant de voir, voilà, est-ce que ces start-up, à un moment, elles ont été obligées d'être rachetées parce que la phase d'industrialisation nécessite un grand groupe. Enfin, voilà, c'est plein de questions qu'on se pose et qui sera intéressant d'étudier. Et enfin, le dernier cas sur lequel je veux revenir, ce sont les usages des capteurs de rendement. Donc là, on parle de capteurs qui sont sur les moissonneuses-batteuses et qui permettent d'observer le rendement directement en cabine, mais également après de fournir une carte. Et donc là, il y a eu 24 entretiens et on s'est encore une fois demandé quels sont les usages. Alors d'abord, on peut parler du taux d'équipement. Donc sur les moissonneuses-batteuses, aujourd'hui, le 3/4 des machines neuves sont vendues équipées. Néanmoins, le parc des moissonneuses a peu de renouvellement. On estime qu'il y a entre 1000 et 1500 moissonneuses-batteuses qui sont vendues par an. Et donc, il faut voir à la baisse, même si 3/4 des machines neuves sont équipées, le parc actuel, c'est plutôt 30% des moissonneuses-batteuses en activité en France sont équipées. Donc, on est sur un taux d'équipement de 30% et c'est là-dessus qu'on va s'intéresser donc aux usages. Et parmi ces 30% d'équipement, on s'est rendu compte qu'il y avait 80% où il n'y avait quasiment pas d'usage en fait de ces capteurs de rendement, ou alors un usage très très basique, seulement en cabine, mais vraiment très très léger. Et donc c'est la très grande majorité des agriculteurs équipés qui n'utilisent pas ces cartes et ces capteurs de rendement. On a un peu moins de 20% qui vont faire des visualisations simples, mais qui ne va rien changer sur leur manière de travailler. Ils vont juste observer. S'il y a peut-être une zone qui à force a des soucis de rendement, mais ça va rester très très simple et ils ne vont pas surtout changer leur manière de travailler vis-à-vis de ça. Et enfin, on a un peu moins de 5% qui vont utiliser ces cartes pour réaliser des modulations intraparcellaires en fonction des résultats. Voilà, là j'ai fait un peu le tour de 10 ans d'études observatoires. Alors on vous encourage évidemment à aller voir, il y a plein d'autres infographies, plein d'autres études, et également à nous poser des questions, que ce soit aujourd'hui ou même plus tard, nous contacter par mail. Je pense que ce qu'on peut conclure de ces 10 ans d'études observatoires, c'est que faut comprendre que c'est avant tout un outil collectif et que, en fait, la chaire agrotique, on travaille avec des entreprises de l'agtech et en fait, ça nous permet enfin, il nous aide à comprendre quel sujet d'étude pourrait être pertinent. C'est un outil qui appartient à tout le monde et personne, entre guillemets. C'est un outil collectif et l'objectif, c'est vraiment de fournir une vision globale des usages du numérique en agriculture.
Il faut aussi comprendre que les données sont imparfaites, on est assez clair là-dessus. Ce sont des estimations. On dépend énormément en fait, du bon vouloir, des acteurs de l'AgTech qui nous fournissent leurs informations. Mais on s'est rendu compte avec ces 10 ans qu'elles étaient particulièrement utiles ces données parce que en fait, à part l'observatoire, il y a peu de manières de connaître, d'avoir des données chiffrées et donc nous, on a été vachement surpris d'à quel point ça a été repris, que ce soit, énormément dans la presse spécialisée et parfois même, dans la presse généraliste. Donc on pense qu'il y a vraiment une utilité à avoir cet observatoire, même si les données sont imparfaites. Et enfin, on souhaite remercier les contributeurs. Alors peut-être parmi vous, il y en a déjà à qui j'ai demandé des petites choses. N'hésitez pas à me répondre quand on fait des enquêtes parce qu'on a besoin de vous. En fait, sans les contributeurs et sans les spécialistes, que vous êtes, pas d'observatoire et pas d'études. Donc merci à ceux qui ont déjà contribué et n'hésitez pas, à répondre et à prendre un peu de temps si un jour, je vous contacte. Merci beaucoup pour votre attention et je vais laisser la parole à Martin pour, faire un focus sur une infographie en particulier. C'est la toute dernière de l'observatoire. Merci Victoria. Donc voilà, je vais revenir moi sur l'infographie qui est sortie en décembre dernier sur la modulation intraparcellaire. Donc si on refait un petit peu un bilan de toutes les infographies de l'Observatoire en laissant de côté les dossiers, on voit qu'on a adressé un certain nombre de technologies et de sujets sur le numérique en agriculture, dont certains, et dont tu as déjà parlé Victoria, comme la télédétection ou les robots, qui ont eu une mise à jour qui permet d'observer une tendance sur l'adoption de cette technologie, sur un peu le contexte qui entoure ces technologies, comment évolue le marché. Donc c'est toujours très intéressant de pouvoir faire ces mises à jour quelques années plus tard. Et une mise à jour a été faite sur la modulation intraparcellaire après une première infographie qui avait eu lieu en 2018. Donc, déjà pour reprendre un petit peu, et ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec ce terme de modulation intraparcellaire, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? C'est l'adaptation d'une opération agricole en fonction de l'hétérogénéité d'une parcelle. Donc, on va chercher à améliorer des paramètres agronomiques, économiques et ou environnementaux en fonction de cette hétérogénéité de la parcelle. Pour l'observer, déjà, on va acquérir des informations qui sont spatialisées via télédétection pour la plupart des cas, donc via des images satellites, de drones, voire d'avions. On peut aussi utiliser des cartes de résistivité du sol ou des données de capteurs qui seront embarqués sur les machines. Cette information brute et spatialisée doit d'abord être analysée souvent par une structure spécialisée pour aboutir à des recommandations d'action. Donc à la fin, on va obtenir des cartes de préconisation qui vont pouvoir montrer les différentes zones que l'on retrouve à l'intérieur de la parcelle et qui montrent cette hétérogénéité qui appelle à moduler une opération culturale pour améliorer ces paramètres agronomiques ou économiques ou environnementaux. Pour réaliser cette intervention, on va souvent avoir besoin de certains équipements qui peuvent être donc une console dans le tracteur et un récepteur GNSS, donc qui va nous permettre de nous localiser dans les zones qui sont à l'intérieur de cette parcelle et donc pouvoir savoir où se trouve le tracteur et l'équipement pour moduler. Et puis, dans la plupart des cas, on va avoir besoin d'un équipement de modulation. Donc, ça peut être un épandeur, un pulvérisateur, un semoir à débit variable, même si ce n'est pas forcément... euh, on peut aussi moduler sans un équipement vraiment spécifique, par exemple en régulant la vitesse du tracteur en fonction des zones. Les principales opérations modulées vont être la fertilisation azotée, la fertilisation de fond et les différents amendements, le semis et la protection des cultures, mais aussi on peut faire de la modulation intraparcellaire pour gérer l'irrigation, le travail du sol par exemple, avec différentes profondeurs de travail, ou encore la récolte. On peut choisir de récolter une partie d'un champ avant d'autres pour privilégier des zones où la maturation de la culture sera meilleure.
Donc la modulation intraparcellaire concerne un grand nombre d'opérations culturales, mais c'est vraiment ces quatre qui sont présentées qui sont aujourd'hui les plus courantes, on va dire. Donc une première infographie avait été réalisée en 2018. Et donc, pour rentrer un peu dans le détail de tout ce qu'a dit Victoria, on va souvent avoir dans une première partie d'infographie une définition et puis on rentre un petit peu dans les détails de ce qu'on entend derrière le terme, derrière la technologie évoquée. Donc, à partir de quoi est-ce qu'on peut faire cette opération, pourquoi faire, sur quelle culture, etc. On va en sortir des chiffres clés à partir de nos enquêtes et de nos entretiens. Puis après, on va essayer d'observer les principaux usages et puis de donner souvent les grands facteurs d'adoption et les principaux freins à l'usage et au développement de cette technologie. Donc en 2018, les principaux chiffres clés pour la modulation intraparcellaire, c'était que finalement, moins de 10% des agriculteurs pratiquaient cette modulation, donc ce qui est relativement faible. Et quand on interrogeait des coopératives agricoles, si on prend 100% des surfaces agricoles qui sont couvertes par une coopérative, 20% en moyenne de cette surface était cartographiée par un service qui permettait la modulation intraparcellaire. Et parmi cette surface cartographiée, seulement 4% de la surface était effectivement modulée. Donc, dernièrement, on a voulu savoir si ces chiffres avaient évolué, dans quel sens, et quelles étaient la tendance sur le marché de la modulation intraparcellaire. Donc ça, c'est l'infographie de 2025, où on reprend un petit peu la même structure avec des définitions, les éléments fondamentaux, quelques chiffres qui sont donnés, les freins, les leviers à l'adoption. Et donc, dans les chiffres clés, on a d'abord enquêté 7 éditeurs d'outils d'analyse de décision sur la modulation intraparcellaire, les principaux. Donc, on a touché autour de 90-95% du marché, qui concerne environ 30 000 agriculteurs. Et on est retombé sur des chiffres qui sont que 7 à 8% de l'ensemble des agriculteurs ont accès à un service de modulation intraparcellaire. Donc là, premier enseignement, par rapport à 2018, finalement, ça n'a pas évolué. On est toujours sous les 10%. Et puis, on retrouve, d'après les dires de ces éditeurs d'outils d'aide à la décision, que sur ces 30 000 agriculteurs qui ont accès à un service permettant la modulation intraparcellaire, seulement 20% appliquent réellement la modulation, donc ce qui fait 5 à 6 000 agriculteurs dans la grande majorité en grande culture en France qui utilisent la modulation intraparcellaire. Selon les coopératives, donc on en a enquêté 11 qui sont réparties sur le territoire métropolitain. Et là aussi, ils reviennent vers nous en nous disant qu'environ, en moyenne, 2% de leurs adhérents seulement modulent réellement. Donc on est bien sur ces 1/5 des 20% de la surface d'une coopérative qui sont cartographiées et qui modulent réellement. Donc finalement, un enseignement, c'est qu'en 7 ans, entre 2018 et 2025, malgré le fait qu'on parle de plus en plus de numérique en agriculture et que les services commencent à avoir une maturité un peu plus conséquente, et ben, l'adoption de la modulation intraparcellaire n'a pas évolué. Pour les principales opérations modulées, en 2018, on observait qu'environ 3/4 des usages concernaient la fertilisation azotée et environ 1/4 était plutôt axé sur la fumure de fond et sur la modulation des semis. En 2025, selon les coopératives, on est toujours à peu près sur ces mêmes ordres d'idées. Donc toujours 75% des modulations concernent la fertilisation azotée et 20% fumure de fond, 5% semis à peu près. Les autres opérations modulées que je vous évoquais tout à l'heure sont vraiment anecdotiques et n'ont pas du tout décollé sur les 7 années entre 2018 et 2025.
Quand on regarde les freins à l'adoption, là aussi, finalement, ça n'a pas trop changé, puisqu'on retrouve évidemment le coût des équipements qui a été évoqué en 2018 et en 2025. Ça, c'est même quelque chose qu'on peut généraliser. On le retrouve euh, un peu de manière évidente, ce frein à l'adoption sur toutes les technologies qu'on a étudiées dans l'observatoire. Il y a ce sujet d'interopérabilité qui revient aussi à tous les coups. Et puis quelque chose d'un peu plus spécifique pour la modulation intraparcellaire qui concerne une grande diversité des offres et surtout une diversité des offres qui concerne aussi la méthode. Donc on va avoir des solutions qui sont basées sur des images satellites, d'autres qui sont basées sur des images drones, certaines qui utilisent encore d'autres sources de données et puis des modèles qui vont être à chaque fois différents. Ça va impliquer des problèmes dans la confiance dans le conseil. Et donc en 2025, c'est ce qui est noté dans la complexité d'usage et la compréhension de la préconisation qui est vraiment problématique, puisque les modèles sont souvent des boîtes noires issues de plein de données en entrée différentes. Et donc les agriculteurs ont du mal à comprendre d'où sort la recommandation à la fin qui tombe un peu du ciel et qu'ils ont du mal, du coup, à se dire c'est la vérité et c'est exactement ce que je vais devoir appliquer moi dans ma parcelle. Et puis, il y a un effet aussi, c'est que dès que la recommandation, dès que les résultats ne seront pas ceux escomptés et ne va pas apporter ce qu'attendait l'agriculteur, la confiance va diminuer très très rapidement et va être dure à regagner. En 2025, on a aussi voulu apporter un petit peu deux points éclairants qui n'avaient pas forcément été sondés en 2018. C'est ce premier point qui rejoint ce manque de confiance, c'est le manque de référence qui peut exister aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc, c'est-à-dire que les agriculteurs n'ont pas accès à des preuves économiques, vraiment un- des chiffres ou des arguments sur la marge brute qui vont pouvoir se faire grâce à l'adoption de la modulation intraparcellaire. Et c'est dû à plusieurs raisons. Souvent, les retours sur investissement sont longs et il y a peu de recul sur la rentabilité directe ou au moins avant plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment un problème vis-à-vis de l'adoption de cette technologie. Donc finalement, les leviers à l'adoption que nous, on a trouvés et qui sont revenus de tous les entretiens qu'on a eus avec les éditeurs d'OAD et les coopératives, c'est qu'il y a un grand manque sur les formations, sur tous ces aspects techniques pour comprendre d'où vient la donnée, comment les transformer et d'où vient la recommandation. Un accompagnement personnalisé, notamment dans l'utilisation des données, des cartes de préconisation, dans l'utilisation des consoles et du matériel, des démonstrations pratiques, plus de subventions publiques pour réduire les coûts d'adoption, et puis, très important, la création d'un réseau d'ambassadeurs, donc l'utilisation des agriculteurs qui sont déjà convaincus de l'intérêt de la modulation intraparcellaire pour ensuite diffuser autour d'eux, pour leurs confrères, l'intérêt de l'adoption de ce genre de solution. Donc voilà, on arrive au bout de cette présentation. Merci de votre écoute. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes les questions qui vous viennent en tête. On sera ravis de pouvoir y répondre. Oui, du coup, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez normalement la possibilité d'ouvrir vos micros et si vous voulez prendre la parole. Peut-être moi, juste pour lancer, j'avais une question sur la dernière infographie que tu as présentée, Martin. Euh, on disait que tu disais dans les usages 75% de la fertilisation. Dans l'offre de service, c'est à peu près ça qu'on retrouve aussi aujourd'hui. Est-ce Mhm. que ça reflète l'offre de service plus que le besoin, en fait? J'aurais tendance à dire, ou enfin, l'un est toujours
lié Oui, à l'autre? aujourd'hui, je pense que c'est très lié, effectivement. En fait, ce qui est plus surprenant, c'est qu'on n'a pas vu d'évolution dans l'adoption de la modulation intraparcellaire pour Hmm. les autres opérations modulées. Donc, c'est lié au fait que les recommandations soient moins matures, soient parfois un peu plus complexes à mettre en place, notamment pour les amendements, par exemple, Hmm. ou que le matériel pour moduler soit moins disponible. Pour faire de la modulation de l'irrigation, par exemple, c'est vrai qu'il n'existe pas grand-chose sur le marché, mais du coup, c'est quelque chose où on voit même pas les prémices d'un d'un changement. Donc c'est plutôt sur ces points-là que ça nous a surpris et que c'est assez intéressant d'avoir refait cette mise à jour. Euh, sur, euh, sur les semis, on commence à avoir du matériel qui est disponible et pourtant la, la modulation intraparcellaire, elle, n'a pas été plus adoptée. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, dans l'offre de service, c'est très axé encore sur la fertilisation azotée. Et c'est là où on retrouve la plus grande diversité d'acteurs qui sont présents sur le marché. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les participants. Oui, Maxime. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci pour la présentation, j'ai trouvé très intéressant. Est-ce que vous avez essayé de croiser ces résultats avec des régions agricoles à plus ou moins potentiel, haut potentiel de rendement selon les filières, bien sûr? Euh, Parce qu'on peut des fois observer sur le terrain des difficultés à déployer des services ou des outils numériques. Et parfois, l'argument qu'on nous renvoie, c'est un peu celui-là, que le potentiel n'est pas suffisant pour investir dans des services comme cela. Alors peut-être, je peux commencer, Victoria, si tu veux Vas-y, ajouter, vas-y. au moins pour la modulation intraparcellaire et même de manière plus globale, nous, quand on fait des études, on reste au niveau national. Donc, c'est vrai qu'on rentre pas dans une logique après plus territoriale ou par région. Donc, on observe en fait les grandes tendances. Donc, quand on a des freins à l'adoption, ce genre d'arguments peuvent revenir, mais nous, on va plutôt se focaliser sur les freins qui sont partagés au niveau du territoire de manière globale pour avoir des grands leviers d'action après qui soient activables un peu partout sur le territoire sans regarder précisément entre les régions. Et ça, c'est peut-être plutôt, je dirais, à ceux qui proposent les solutions après d'aller voir au cas par cas un petit peu dans chacune des zones euh, en plus des problèmes globaux qu'on a identifiés, s'il y a des choses un peu plus spécifiques qui sont à surmonter. Moi, peut-être ce que je peux ajouter. euh, alors, les filières, évidemment, ça joue et leur valeur ajoutée, mais en fait, ça joue plus. Au-delà de la valeur ajoutée de la filière, on a plus rencontré des difficultés en fonction de comment sont faites les filières. Et à l'échelle territoriale, la seule chose qu'on a un peu observé de temps en temps sur certaines infographies, sur certains dossiers, ça va pas être forcément, comment dire, ça va pas être forcément le retour sur investissement, la filière, tout ça, ça va plus être des dynamiques de groupe. Voilà, une chambre d'agriculture très porteuse de ce genre de projet, une coopérative très très présente. Donc ça rentre et ça joue pas mal donc d'un point de vue territorial. Mais après, vraiment, comme l'a dit Martin, nous on rentre pas trop dans les détails, c'est plus qu'on des fois on rencontre des profils où il y a des dynamiques territoriales où les agriculteurs, en fait, une des choses les plus importantes pour qu'ils adoptent, c'est l'accompagnement. Ça, on s'en est rendu compte, quel que soit l'outil. Et en fait, s'il y a de l'accompagnement dans un territoire parce qu'une chambre d'agriculture, parce que un fournisseur est très présent, parce que eh bien, du coup, on a parfois, ouais, des phénomènes, de pic d'adoption, sur, un territoire, mais c'est pas forcément, parce que c'est cette région et parce que c'est cette filière, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je vais continuer, hein, je suis désolée, j'en ai vous avez beaucoup parlé des infographies. Moi, j'avais aussi la question des dossiers qui sont réalisés un peu sur la même méthodologie et peut-être en particulier la méthodologie du dernier là que vous avez fait sur le désherbage qui était un peu différente. Peut-être si vous pouvez nous expliquer les dossiers, voilà. Alors, si je rentre un peu plus dans le détail des dossiers, alors historiquement, les dossiers, l'objectif, c'était d'avoir une image par filière. On n'exclut pas d'un jour faire des mises à jour, mais c'est vraiment pas sûr, on ne sait pas encore. Ça va dépendre aussi de comment évoluent les marchés vis-à-vis des filières. Donc ma prédécesseuse, Nina Lachia, a fait un peu le tour des filières agricoles et des usages du numérique. Et là récemment, donc on a publié un dossier un peu spécifique. Donc on partait d'une question agronomique qui est le désherbage mécanique de précision. Et en fait, on a construit des profils d'agriculteurs, donc des personnae adoptantes ou non adoptantes. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un persona. Un persona, c'est une personne fictive qui est représentatif d'un groupe de personnes. À la base, c'est utilisé plutôt dans la publicité, dans ce genre de choses. Et donc, on a créé des gens en fonction en fait des agriculteurs qu'on avait rencontrés et des retours d'expérience qu'on avait. Donc c'était très, très intéressant. Alors après, c'est quelque chose, d'assez différent. C'est beaucoup plus, complet et beaucoup plus, «lourd» entre guillemets, que ce soit à faire pour nous ou même, à lire parce qu'il y a plusieurs pages. Mais je pense que c'est vachement intéressant parce que du coup, ça nous donne un paysage, des adoptants, des raisons aussi d'adoption et des rejets, en fonction de leur propre situation des agriculteurs pour le numérique et là, pour le désherbage mécanique, de précision. Donc je vous encourage à aller le lire. Alors on a essayé de rendre ça, quand même ludique, donc c'est des profils, c'est des personnes. Hem et nous ne comptons pas forcément, refaire, cette opération à part un dossier là qui est en cours. Parce que, en fait, c'est assez complexe à mettre en place. Hem et il y a tellement de technologies numériques à étudier en infographie qu'on s'est rendu compte qu'on allait se concentrer sur les infographies. Les mises à jour notamment, on est très curieux, que ce soit pour la télédétection, même la robotique, on veut refaire. Il y a plein de sujets qu'on veut aborder. Donc pour l'instant, dans les prochaines années, on risque de se concentrer majoritairement sur les infographies. Mais en tout cas, n'hésitez pas, les dossiers, ils sont très intéressants, même si c'est une autre approche. Mais du coup, c'est peut-être un poil plus fin et ça rentre peut-être dans des détails à telle situation, ce genre de facteur d'adoption et ce genre de facteur de rejet Mmh. face à une solution numérique. On parle de parcours, alors que pour une infographie, on a vraiment le côté adopté, pas adopté, utilisé, pas utilisé. Là, dans ce dossier, on s'est vraiment intéressé à comment un agriculteur se retrouve à utiliser donc une solution numérique. Voilà. Merci. Eh beh, je vous laisse une dernière chance pour poser vos questions. Oui, Alexandre? Oui, bonjour, merci pour la présentation, très intéressante. Moi, je me posais une question, c'est sur les 30 000 agriculteurs équipés de la modulation. Quand vous dites équipés de la modulation, c'est équipés de toute la chaîne technique, donc images, analyse, console, GNSS et équipement de modulation, c'est bien ça? Non, c'est Ok, plutôt des agriculteurs qui vont avoir accès, qui auront souscrit à un service de modulation, d'outils d'aide à la décision. Donc ça ne veut pas dire qu'ils sont équipés des outils, par exemple d'un pulvérisateur à débit variable ou quoi que ce soit. C'est plutôt qu'ils ont accès à l'information, à ces cartes de préconisation. Et donc, c'est bien là où il y a une différence entre avoir juste accès à cette carte, donc avoir souscrit à ce service via une coopérative ou directement, et l'utilisation réelle sur le terrain qui ne concerne plus que 20% de ceux
qui ont accès à cette préconisation. En fait, ça s'explique principalement, notamment dans la fertilisation azotée, par le rôle de la réglementation. En fait, d'avoir accès à ce service de préconisation de la modulation intraparcellaire, ça permet déjà, quand on le rentre dans les systèmes, d'avoir une certaine, de respecter la réglementation, pardon, pour les apports en azote notamment. Donc ça va être euh, souvent utilisé juste pour cet aspect réglementaire et pas pour une utilisation vraiment au champ et pour améliorer des paramètres agronomiques ou environnementaux directement sur ces parcelles. Ok. Et du coup, vous estimez à peu près à combien d'agriculteurs équipés plutôt de la fin de la chaîne technique, donc console, GNSS et équipement de modulation? Très bonne question. Je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre là-dessus. On ne s'est pas vraiment penché sur les chiffres de vente des outils qui permettent de la modulation automatique. C'était un peu plus complexe par rapport à notre sujet principal, puisque nous, avec la modulation intraparcellaire, on prenait en compte ceux qui modulent de manière automatique ou de manière manuelle. Donc, par exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, en régulant la vitesse du tracteur, on peut arriver à faire une modulation intraparcellaire à low cost, on va dire. Et du coup, il faudrait voir là du côté des chiffres des constructeurs, des machinistes, pour savoir combien d'outils ont été vendus ces dernières années. Et ça, c'est une donnée qu'on n'a pas. Ouais. D'accord, ok. Merci pour la réponse. S'il y a d'autres questions. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de conclure ce webinaire. Je vous remercie de votre présence. Comme vous le voyez sur cette diapositive, donc il y a plusieurs webinaires et jusqu'à fin juin, on a tout un programme de webinaires qui est proposé. Donc le 24 mars, il y aura, Martin en a parlé en introduction quand il a présenté le projet, il y aura une présentation sur les solutions numériques identifiées dans le cadre du projet Archipel sur la gestion des intrants en arboriculture. Donc ça sera le troisième et dernier volet de cette série de webinaires sur les inventaires, puisqu'on a déjà fait celui sur la gestion des intrants en viticulture et sur la gestion de l'herbe, qui sont tous les deux disponibles en replay. Le 17 avril, vous avez peut-être vu le logo sur certaines infographies, mais ça sera l'occasion de revenir sur les résultats d'un projet A-Group, qui est un projet qui a été piloté par la FR-CUMA Occitanie avec les CUMA de l'Ouest et sur l'agriculture de précision, donc un projet qui est maintenant fini, mais qui a quand même produit un certain nombre de ressources autour de l'agriculture de précision et des usages qui sont très intéressants. Et aussi, j'attire votre attention sur un webinaire qui n'est pas indiqué sur cette diapositive, mais qui est le 31 mars, qui est sur un autre thème, qui est plus des résultats de la recherche autour de la cartographie des écosystèmes numériques en France, un sujet de recherche de l'INRA d'une personne qui a un peu regardé ce qui s'était passé pour les startups il y a 10 ans et qui regarde aujourd'hui ce qui s'est passé. Donc, une présentation intéressante par rapport aussi à ce qu'abordait Victoria tout à l'heure en disant sur les robots, peut-être que ça a bougé depuis la dernière infographie, voilà. Et c'est certainement vrai. Donc une analyse un peu, parce qu'on sait aussi qu'un des freins aujourd'hui, c'est que des fois, il y a des gens qui ont acheté des solutions et qui ont perdu la personne qui leur avait vendu en cours de route et qui n'ont pas pu la faire fonctionner. Donc voilà, toutes les infos, de toute manière, sont republiées sur notre page LinkedIn du projet Archipel, sur la page dédiée aussi sur le site de la Chambre d'agriculture d'Occitanie. Et puis, vous n'hésitez pas à nous contacter, donc les deux pilotes, Lucille Lefebvre, côté Pays de la Loire, et moi-même, Cécile Riondé, au niveau de la Chambre d'Occitanie. On est entièrement à votre disposition. Et je vais faire mon possible que vous receviez le plus rapidement possible cette présentation ainsi que les liens du replay.
Et aussi, je vais vous demander, si vous avez 2 minutes, de bien vouloir répondre à un petit questionnaire sur ce webinaire pour nous permettre d'améliorer ce contenu. Et donc, je vous le mets déjà dans la conversation, mais vous aurez aussi le lien dans le mail que je vous enverrai. Voilà. Merci à tous pour votre attention et bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup.